Bonjour à tous, Franck Muller. Nous sommes toujours à Lyon et nous sommes le 7 septembre et je suis toujours aussi réfractaire. Bien, plusieurs éléments. Je vais faire une petite allusion malheureusement au drame de samedi dernier qui s'est passé à Villeurbanne. Alors effectivement, c'est bizarre les gens de l'État en marche nous disent que quand on vandalise une permanence électorale d'un député, c'est un acte terroriste parce qu'on a mis du fumier sur la devanture. Et puis quand un migrant, euh, refusé d'ailleurs dans 2-3 pays, ça fait 10 ans qu'il tourne avec plusieurs fausses identités, plusieurs dates de naissance, ce qui montre que les contrôles ne sont pas faits, tue un jeune homme, eh bien ce n'est pas un acte terroriste. Enfin, quand il le tue en plus en prononçant des paroles de gloire à Allah et en épargnant une personne musulmane en habit traditionnel, lui il lui a pas filé un coup de couteau, et ben là c'est pas un acte terroriste, c'est juste un fait divers, hein, mais des faits divers comme ça. Voilà. Pendant que, eh ben, hier, je crois, on rendait hommage et on enterrait ce jeune garçon. Et que s'est-il passé? Eh ben, un autre individu, comment dire, s'est lancé sur une cantinière à 7 heures du matin. Il a réussi à rentrer dans une école primaire et il lui a foutu un coup de couteau en disant lui aussi, théoriquement, d'après ce qu'on a dit, Allo Akbar. Bon, on est d'accord, hein, c'est un petit merdeux qui était en colère avec ses parents, je ne sais pas trop quoi. Mais pour vous dire un moment, c'est lourd, hein, c'est lourd. J'en reviens aussi à une députée qui s'appelle Émilie Garel, qui nous a sorti que il fallait faire attention aux gens d'extrême droite. Et donc, elle était nommée dans une commission euh, concernant ceci. Ah ouais, elle s'appelle Émilie Garel et il nous faut lutter contre les groupuscules d'extrême droite. Ah oui, est-ce que vous avez beaucoup de bruit d'attentats d'extrême droite? Non. Mais ben voilà. Oui, parce que les groupuscules d'extrême droite répandent partout la haine des autres, la violence et défient les valeurs de la République. Et elle nous dit ça juste après le meurtre de Villeurbanne. C'est fou. Euh, c'est fou. Parallèlement aussi, à Brest, nous avons eu droit à un coup de feu dans un lycée. Il y a 2 jours, mercredi, une bande de jeunes armés cagoulés a fait éruption dans la cour du lycée du Puy-de-Dôme à Brest. Un coup de feu a été tiré, une jeune fille a été blessée avec une bête de baseball. Tout va bien, mais ça fait 2 jours qu'on est rentré en classe, déjà ça commence. Bon, je coche, ça c'est fait, hein, d'accord? Brest, c'est fait. Euh, j'ai eu l'occasion de voir un truc sympa. C'était. Ah oui, c'est voilà, un petit truc bien mignon. En 1980, chaque village français avait son école, sa poste. Il y avait des services publics partout, des maternités et des hôpitaux qui couvraient tout le territoire. On avait une dette ridicule et on payait en comparaison à aujourd'hui très peu d'impôts. La situation a bien changé. Où est passé l'argent? Je dirais même plus que, comment dire, dans chaque village, il y avait une école et les enfants en sortaient en sachant lire, écrire, compter. Aujourd'hui, la nation est soi-disant plus riche, plus prospère, on est plus évolué, on a Internet, on a les ordinateurs, mais on n'a plus les moyens de former nos jeunes de façon à ce qu'ils puissent euh, se, se débrouiller simplement dans la vie en ayant des bases qui nous paraissaient, nous, les plus vieux, enfin les plus vieux. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Qui avons connu l'école dans les années 60-70, qui nous paraissait relativement élémentaire. Savoir lire, compter, parler normalement en utilisant un vocabulaire approprié. Eh ben non, ce n'est plus d'actualité, c'est ça le progrès. Hein. C'est ça le nouveau monde peut-être, je ne sais pas. Je vais revenir sur certaines choses. On m'a demandé, vous savez, bon, au niveau des élections, la métropole, les élections
à la mairie et tout. Et puis on a lancé une idée de faire un référendum, le RIC, le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qu'on peut appeler quelque part l'appel au peuple. C'est une nécessité afin de redonner aux citoyens, moi je m'adresse plus aux citoyens lyonnais parce que je pense prendre part à cette élection, le droit réel de décider pour accompagner l'émergence d'initiatives locales, simplement, pour permettre aux commerçants, aux artisans, de se prononcer sur leur quartier, pour permettre aux citoyens d'exiger de meilleures conditions de vie dans leur vie de tous les jours, car une société est d'autant plus vivable que les fonctions sociales y sont les mieux déterminées. Aujourd'hui, réfléchissez, la démocratie est de moins en moins représentative de la pensée populaire, parce que toutes les politiques s'opposent précisément à la concorde de tous les citoyens. Ça s'oppose au bon vivre partagé. Comment effectivement estimer que le maire de Lyon, Gérard Collomb, puisse penser la vie des citoyens lyonnais alors que ce dernier vit dans une résidence sécurisée, ou de ces autres politiques qui sont complètement coupés des réalités des citoyens qui vivent dans des demeures, dans des villas, etc., qui ne prennent jamais les transports en commun, juste pour les inaugurations. Et puis vous apercevez que tous ces élites locales, en fin de compte, nous ne sommes que marchepieds. Ils aspirent tous à des orientations nationales ou des responsabilités au sein de leur parti. Et oui. Oui, quelque part, le RIC doit être compris dans un modèle de société qui donne sa place à l'imagination, à l'énergie, à la volonté d'entreprendre, à cette volonté de développer en période de crise un moyen de lutter activement contre les pesanteurs et les rigidités d'un système qui ne sait plus où il va. Vous voyez bien, tous les politicards ne savent plus où ils vont. Dans tous les cas, ils ne sont plus la représentation véritable du suffrage universel. Ils n'agissent plus pour le peuple, mais plutôt contre lui et pour leurs intérêts. Nous avons voté, ils ont été élus, mais malheureusement les politiciens ne partagent plus aucun de nos sens communs. Ils ne savent plus que vivre par intérêt, par cooptation entre eux. Il n'y a plus de démocratie naturelle. C'est un leurre, c'est juste une appellation, une coquille vide. Nous devons instaurer le RIC au niveau local déjà, peut-être après national. Il faudra modifier l'article 3 de la Constitution, mais pour mémoire, cet article 3 nous dit bien la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc quelque part, ce référendum, il est déjà écrit. Le problème, c'est que les représentants du peuple ne représentent plus rien, ils représentent surtout leurs intérêts, et voilà. Donc le référendum peut aider à guider à nos destinées. Voilà. Comment dire, participer à la France, c'est justement, en s'impliquant au local, permettre l'émergence de nouveaux rapports entre les citoyens, redonner le pouvoir. Je prêche un peu pour ma paroisse aux Lyonnais, aux citoyens, et faire que l'espérance, comment dire, c'est rendre justement aux citoyens l'espérance d'exister encore par rapport à nos élites, qui ne nous entendent plus. Rappelez-vous d'ailleurs, comment dire, oui, d'ailleurs, nous, le peuple, on est le grand oublié des affaires. Les élus, une fois qu'ils siègent au sein des différentes instances publiques, trahissent leurs promesses. Ils sont prêts à tout au départ. Votez pour moi. Et puis après. Chacun, quel que soit le parti, a trahi ses engagements. Et pendant tout le temps de leur mandat, les électeurs n'ont jamais pu reprendre la parole. À croire que l'électeur, aujourd'hui, à l'approche de 2020, est considéré comme un enfant, immature, incapable de cerner ses besoins. Je dis que le temps est venu au peuple de reprendre sa capacité d'initiative et de contrôle des politiques. Et de reprendre le contrôle des politiques qui sont menées en son nom, soi-disant, et qui vont souvent à l'encontre de nos désirs. D'ailleurs, les autres partis, très peu de partis vont proposer ça, car ils vivent tous
de la politique et se gavent sur le dos des citoyens. Comment voulez-vous? À l'image de certaines communes, en Suisse, nous devons pouvoir rompre avec les pratiques politiques qui ont fait que les Français ont peu à peu divorcé de la République quelque part, de l'État français, et on peut pouvoir s'unir autour d'un projet. Alors en Suisse, il existe un site internet qui est géré par un organisme indépendant où les gens font des propositions en donnant leurs arguments. Par exemple, on peut citer que dans le centre-ville, admettons de Lyon, certains peuvent proposer la piétonisation d'une rue. Je prends pour ceux qui connaissent la rue Auguste-Comte. Pourquoi, compte tenu de l'étroitesse de cette rue, ne pas la piétoniser? Voilà, donc ça peut être une proposition. Pourquoi ne pas faire une zone 30 km/h pour limiter la pollution? Voilà, plein de choses, peut-être même axer, pourquoi ne pas proposer la gratuité des transports? Accepter peut-être que, bien sûr, rien n'est jamais gratuit, c'est payé avec nos impôts, mais peut-être faire en sorte d'instaurer une certaine gratuité. Comme ça, de plus en plus de personnes abandonneront leur voiture et utiliseront les transports, ou alors avec un coût vraiment mini, qui fera que peut-être que pour 50 € au mois, vous vous déplacez en illimité sur tout le secteur. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, les gens ils vont lâcher leur voiture. Ceux qui vraiment ont des emplois fixes, avec des heures de bureau, des trajets habituels, vont plus s'embêter avec leur voiture. D'accord? Voilà. Donc je vous ai dit qu'il y avait un organisme qui gérait ça. Et à partir d'un certain pourcentage des inscrits, le recours au référendum est justifié. Et puis donc on regarde par rapport à des pourcentages des inscrits au niveau des précédentes élections. Voilà. Hein. Et puis ensuite, les projets qui ont retenu l'attention des citoyens sont peut-être éventuellement présentés en conseil de validation. Par exemple, c'est une procédure qui existe aux États-Unis, composée de 25 citoyens qui ressort, et puis eux-mêmes vont valider les sujets qui peuvent être proposés au vote. Et puis, on peut dire, par exemple, 2 fois dans l'année, il y aura une journée de référendum avec 6 à 12 propositions. Et les gens feront leur choix dans ce qu'ils peuvent penser, qui puisse avoir un intérêt dans leur vie du quotidien, apporter un petit peu de mieux vivre. Voilà. Donc, quelque part, avec ce RIC, on progresse ensemble, on construit ensemble. Voilà. En fin de compte, le RIC, c'est la souveraineté populaire. Quelque part, je me répète, mais cette consultation populaire n'est autre que la gestion d'un avenir politique local dans une certaine proximité. Sachez une chose, moins vous votez, plus cela arrange les partis politiques. Pourquoi? L'abstention des citoyens aux élections, globalement, est une bonne chose, car seuls vraiment les militants engagés, ce qu'on appelle les encartés, votent. Et dès lors, les choses sont plus faciles à mener. Vous me comprenez? Voilà. Donc effectivement, si jamais il y a des référendums qui peuvent mettre un peu des bâtons dans les roues dans les délires des politiques, il n'y aura plus les différentes manœuvres et intercessions de ces politiques, ces basses besognes, n'auront plus de raison de se poursuivre, parce que nous pourrons, tous les 6 mois, faire des propositions et contrecarrer éventuellement certaines choses qui sont passées à l'encontre de ce que nous désirons. Voilà. Je laisse le RIC ici. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais bon, c'était quelque chose qui a été d'actualité au niveau des gilets jaunes. Alors, on y voyait le pire, on y voyait le contre. Mais bon. Je reviens sur la triste situation migratoire. Comment dire?
Oui, hier, on rendait hommage, oui, je vous l'ai dit, on rendait hommage et à Marseille, un jeune homme filait des coups de couteau, c'est un truc de fou, quoi. Toutes les semaines, il y a quelque chose. Après, on vous dit non, 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 mais je crois qu'il y a eu 250 morts depuis l'affaire de Charlie Hebdo. Ben, tous les coupables sont issus d'une religion de paix et d'amour. Ils pètent un plomb, ils entendent Allah et ils filent des coups de couteau à droite à gauche et à des gens qui n'y sont pour rien, des concitoyens qui circulent dans la rue, dans les transports en commun, etc. Alors comprenez quand même, voilà, j'espère que la communauté musulmane arrive à comprendre que les Français se disent c'est bon quoi, c'est bon. Alors, moi quelque part on me parle des migrants, mais les migrants, ils ont immigré de leur pays, donc ils sont immigrants chez nous. Mais s'ils sont migrants, ils sont en cours de migration, donc ils n'ont pas fini de migrer. Ils vont où? Ah mais du coup, ils ne vont pas dans les pays du Golfe, parce que les pays du Golfe n'en veulent pas. Et pourtant, ils auraient énormément de place. Donc, en fin de compte, ils ne sont plus migrants, ils sont immigrés, parce qu'ils vont rester chez nous. Mais en fin de compte, posez-vous la question, comment dire, pourquoi ils sont venus? Ah oui, il y avait un risque pour leur vie dans leur pays. Donc on les nourrit, on les loge, on les instruit, avec des aides sociales, etc. Et puis en fin de compte, vous apprenez que pour les vacances d'été, ces réfugiés rentrent dans leur pays, notamment c'est le cas de la Syrie, car effectivement, ils ne risquent plus rien. Et un ministre allemand a rué dans les brancards en disant bah, attendez, c'est bien gentil, vous dites que vous êtes des réfugiés politiques, etc. Et vous risquez pour votre vie, puis maintenant vous retournez en Syrie pour les vacances, Hamdoullah, et puis après vous revenez, et puis vous retouchez vos aides de, de réfugiés politiques, de droit à l'asile, etc. À un moment, voilà. Hein. Donc il a mis les pieds dans le plat, mais c'est un Allemand, hein. Pour une fois qu'il y en a un qui est bon, et en France on dit rien. Hein. Donc, mais en fin de compte, la guerre est terminée en Syrie, qu'ils y restent, qu'ils participent à la reconstruction de leur pays. Comment se fait-il que ces gens soi-disant persécutés ne puissent pas rester dans leur pays plutôt que de retourner dans les nôtres en Europe? Donc en fin de compte, c'est bien la confirmation qu'on nous a menti, que nous sommes toujours des cochons de payants et que nous faisons rentrer parfois des loups dans la bergerie et qu'ensuite, parfois, souvent nos femmes en payent la triste addition. Alors je reviens, je suis tombé par hasard sur une chronique au Figaro de Zemmour. Vous allez me dire, Zemmour, non, non, mais écoutez bien, en fin de compte, c'est clair, c'est clair. Il y a une conception de la justice, une philosophie en France qui est assez particulière. Une conception qui impose une haine de nous-mêmes et à plus forte raison la haine de ceux qui se proposent de nous protéger. Parce que nous devons nous haïr parce que nous sommes Français occidentaux. Regardez, dans l'ancien monde, avant, les jeunes gens qui défendaient leurs frontières contre les envahisseurs étaient des héros. Nos monuments aux morts en sont pleins de noms qui sont gravés. Aujourd'hui, on insulte ces jeunes de génération identitaire, on les traite de racistes et on les met en prison. En revanche, l'autre, l'étranger, celui qui n'est pas nous-mêmes, quelque part, qu'il soit pacifique ou violent, intégré ou communautarisé, il est par définition privilégié et doit être défendu coûte que coûte, même si son attitude est indéfendable. On va tout le temps lui chercher des excuses. Ainsi, un Afghan qui tue au couteau à Villeurbanne avait obtenu le droit d'asile après avoir été refusé par l'Allemagne, l'Italie et la Norvège. Donc, d'après ce que nous dit Zemmour, il était urgent de protéger cet Afghan du risque d'être tué dans un pays pour lui permettre de tuer dans le nôtre. Mais l'une des missions de l'État, mission ce qu'on appelle régalienne, c'est de protéger le citoyen français. Aujourd'hui, toute l'énergie de nos gouvernants, c'est de protéger d'abord l'étranger en prenant systématiquement parti pris pour cet étranger, et on nous fait payer l'addition. On paye le prix du sang, souvent,
aux nationaux français. Dans le monde ancien, on renvoyait les délinquants étrangers et les déboutés du droit d'asile dans leur pays. Dans notre nouveau monde, on adapte les lois contre l'expulsion et la double peine. La justice française, donc, le permis de tuer et donne le droit aux étrangers de tuer les Français. Et après, on dira ah oui, mais il est dérangé, il a subi un stress dans son pays, ça fait 10 ans qu'il traîne à droite à gauche, le pauvre, il a des circonstances atténuantes. Comme si ôter la vie du premier passant qui passe, de passer sa colère sur lui, était une excuse. Alors, pour vous dire la viciosité de Merkel et Macron, ils envisageraient d'exclure de l'espace Schengen les pays qui refuseront des migrants et le regroupement familial. Selon un journal grec, Tanea, la chancelière allemande et le président français souhaitent réformer le règlement européen Dublin III qui détermine les pays responsables du traitement des demandes d'asile et le système de répartition. Plutôt controversée, l'épineuse question de la répartition obligatoire des migrants et réfugiés en Europe. Alors il semblerait que les pays membres de l'espace Schengen qui n'accepteraient pas de regroupements familiaux de demandeurs d'asile seraient exclus de l'espace de libre circulation. Alors évidemment, le gouvernement grec, lui, qui refuse que les pays les plus exposés aux arrivées portent tout le poids de l'accueil des migrants, parce qu'eux, ils sont en première ligne, évidemment, eux, ils le voient d'un très bon œil, parce qu'ils se disent, du coup, ça va nous permettre de dégager chez nous. Mais voilà, alors je tiens aussi à dire une chose, c'est que vous avez des tas de personnes qui sont déboutées du droit d'asile, parce qu'en fin de compte, c'est pas vraiment l'asile, ils ne risquent pas leur vie dans leur pays, etc. Je pense l'Albanie, la Géorgie, la Bulgarie, le Kosovo, etc. Ils sont déboutés, mais en fin de compte, il y a à peine 20% des personnes qui sont déboutées qui sont véritablement expulsées. Et ça coûte, comme disait l'autre, un pognon de dingue, et ces gens restent. Et ça fait une population qui est dans l'illégalité, donc qui est obligée de frauder, qui est obligée de recourir éventuellement au vol, au meurtre. Vous voyez, parce que on crée une espèce de sous-prolétariat qui est hors la loi. Et évidemment, quand vous êtes dans des situations un petit peu extrêmes, vous faites vite un pas dans l'illégalité, ne serait-ce que pour survivre, parce que il y a des moments où vous n'avez plus le moyen de subvenir à vos besoins. Voilà, donc il y a un droit d'asile, il faut le réformer, et voilà, il y a des pays, il n'y a pas la guerre, comment voulez-vous, quand on voit déjà toute la misère qu'il y a sur les trottoirs français, on ne va pas faire venir encore d'autres personnes, enfin je ne sais pas, enfin voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 22 minutes, 23 minutes, donc je vous remercie, vous voyez, j'ai fait un petit truc sur le RIC, parce que voilà, c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps. Au niveau local, déjà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je vais le proposer, nous avons des commissions qui travaillent sur différents sujets, je vais le proposer donc sur la campagne pour la métropole de Lyon. Voilà, je vous remercie déjà de votre intérêt. Donc, c'est des idées qui peuvent se mettre en place dans plusieurs grandes villes, pour justement que vous soyez partie prenante et que vous ne remettiez pas les clés de la mairie au premier élu et qu'il fasse ensuite ce qu'il veut, puisqu'il aura ce qu'il veut, parce qu'il aura la majorité au conseil municipal. Donc voilà, ce sont des idées, mais bien sûr, bien entendu, autant vous dire qu'il faudra aller voter, parce que c'est inadmissible quand même qu'un Français sur deux n'aille pas voter, ne se déplace pas. C'est quand même votre droit, même si vous avez l'impression que tous les politiques peuvent se ressembler, que vous êtes déçus de la politique. Non, je m'excuse, sur 10 listes, 15 listes, vous avez des listes citoyennes, comme j'en présenterai. Voilà, je veux dire, si vous voulez enquiquiner donc les gens de là-haut, ceux qui sont en place depuis des années, qui ne nous écoutent pas, et voter pour des gens qui éventuellement puissent vous ressembler. Voilà, c'est ce que je tenais à dire, et ça c'est valable dans toutes les communes de France.
On est d'accord? Écoutez, merci de m'avoir reçu chez vous. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite bonne réflexion sur les choses qui vont se passer. Commencez à être un peu à l'affût de certaines idées. Nous votons dans 6 bons mois. Nous votons au mois de mars. D'accord? Allez, merci. Soyez prudents quand vous vous baladez en ville parce que on est à l'abri de personne. Et voilà. Ok? Allez. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci de partager, de liker, éventuellement de vous abonner. Encore merci. J'espère vous avoir intéressé. Merci. Au revoir.